il y a un sondage qui a été fait par la Direction Générale de la Recherche en fin 2001, décembre 2001, sur l'ensemble des États européens, 15 États à l'époque. Donc sur les 15 États européens, ça a été fait en tête-à-tête avec les gens, méthode des quotas, donc vraiment statistiquement significatif. Et ça montre que, par exemple, un Européen sur 4 pense que c'est la Terre qui est au centre et tout qui tourne autour. Et donc ça permet de comprendre pourquoi l'astrologie, elle a toujours du succès. Ça veut dire que les bases mêmes des connaissances que certains ont depuis l'Antiquité, quoi, Aristarque de Samos, etc., pour ne pas le citer, eh bien, montrent que c'est pas diffusé. Donc le gros problème, c'est un problème de diffusion de la culture scientifique et technique, comme on pourrait... Culture scientifique, déjà c'est la culture tout court. Déjà le fait même que moi j'ai dit culture scientifique et technique, déjà on a tendance à le mettre à part. Alors qu'il faudrait que ce soit diffusé. Donc ce qui manque, c'est plus des actions d'animation, de diffusion, de mer à la patte, comme aurait dit Georges Charpak. Donc c'est ça qu'il faut essayer de développer. Et c'est ça qui comblera un petit peu le fossé. Faire comprendre ce qu'est la science. Alors c'est pas facile de faire comprendre ce qu'est la science, c'est plus facile de faire comprendre ce qu'elle n'est pas. Et c'est pour ça que moi j'aime bien prendre les phénomènes paranormaux, on prend ce qui s'appelle les pseudosciences ou les parasciences, et on montre pourquoi ce n'est pas de la science. Et ça permet de bien montrer, facilement à mon avis, comment la science fonctionne. Quels sont les critères qui font qu'une affirmation peut être scientifique. Et ça servira quand on aura un débat sur les centrales nucléaires, quand on aura un débat sur les OGM, etc., pour avoir une démarche qui soit correcte. Après, bon, chacun partira avec ses présupposés, bien sûr, mais en tout cas, au moins, on va essayer de construire un débat qui soit méthodologiquement correct. Et c'est ça qui est le plus important. Donc la radiesthésie, c'est la capacité qu'auraient certains individus de détecter à peu près n'importe quoi à l'aide d'un pendule, d'une baguette ou pour certains à l'aide de rien du tout, juste avec les mains. La revendication, disons la proposition qu'il y a derrière ou l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est de dire les objets, la matière émet un rayonnement. Alors il met un rayonnement inconnu des physiciens, donc un rayonnement particulier qu'on appelle un rayonnement radiesthésique, d'accord, et qui permettrait d'être et qui pourrait être capté par certaines personnes, d'accord. Donc on peut avoir des métaux qui émettent ça, on pourrait avoir des cavités, donc du vide qui émettrait quelque chose, on peut avoir quelque chose qui émettrait quelque chose, etc. Et donc les gens se sont souvent focalisés sur l'eau, à savoir l'eau émettrait un type d'onde spéciale, donc les ondes radiesthésiques que le sourcier pourrait capter. Et donc il se servirait d'un instrument, un pendule par exemple, ou des baguettes de détection, uniquement comme support, un peu comme une voyante va se servir, je sais pas, du marc de café, d'une boule de cristal ou des tarots. C'est juste un support. La baguette ou le pendule, c'est un support pour mettre en évidence ce que le magnétiseur, en quelque sorte, ce que le sourcier capte. Donc la radiesthésie, ça permet grosso modo de trouver ce qu'on veut, puisque c'est censé pouvoir répondre à toutes les questions. Donc on pose une question et le pendule va vous dire si c'est oui, ou si c'est non. Donc en fait, on peut poser n'importe quelle question, on peut tout trouver, pour quoi que ce soit dans l'univers. Donc c'est la science par excellence, c'est la réponse à tout, présentée comme ça. Donc après, il faut faire le test pour savoir si ça fonctionne ou non. Alors ce qui a attiré beaucoup de personnes, c'est la sourcellerie, donc la détection d'eau par les radiesthésistes. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un physicien, le professeur donc, Yves Rocard, qui était un physicien connu, donc, qui travaillait en Normal Sup, qui s'occupait dans le labo de physique, donc qui s'est intéressé à la sourcellerie et qui prétendait avoir apporté la preuve de la validité de la sourcellerie, donc de la détection d'eau, et d'autres choses aussi, des magnétiseurs. Mais en particulier, il s'est intéressé à ce qu'il appelait le signal du sourcier. Il disait qu'il avait mis en évidence le signal du sourcier, et que le signal du sourcier venait de la capacité du corps humain à détecter des variations de champ magnétique. Donc il disait qu'il avait mis en évidence des petits cristaux de magnétite qu'on aurait dans les tempes, dans les coudes, dans les genoux et dans les talons. Et il disait que les détecteurs essentiels, c'était ceux des talons. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on marche sur le sol, c'est les talons qui sont en contact avec le sol, donc il y a un champ magnétique terrestre général. Et il disait, si les détecteurs que l'on a dans les talons détectent un changement de champ magnétique, ce qui s'appelle en physique un gradient de champ magnétique, à ce moment-là, il va y avoir une réaction induite dans la personne. On a un champ de côté, un champ un peu différent de l'autre. Bien, ça induit un mouvement. Et ce mouvement, ça serait un mouvement musculaire qui provoque le mouvement du pendule, d'accord? Le mouvement, la mise en rotation, le balancement, ou le mouvement des baguettes. D'où la soi-disant capacité de détecter l'eau. Alors comment peut-on vérifier ça? Alors comment on peut vérifier l'hypothèse du professeur Rocard? Bien, c'est pas compliqué. On crée artificiellement une variation de champ magnétique. Donc on se met à un endroit que l'on estime à peu près magnétiquement neutre, ou que l'on fait déterminer par les radiesthésistes comme étant non troublé, étant magnétiquement neutre.
Et ensuite, on fabrique un petit champ magnétique, tout simplement, en prenant une pile électrique. C'est le professeur Rocard lui-même qui a décrit donc l'instrumentation. On prend une pile, on envoie donc on met la tension au bord d'un petit fil électrique qui fait des boucles, qui fait des spires. Donc on crée ce qui s'appelle un solénoïde, on met une petite résistance, et ça va créer un champ magnétique. Donc ça permet de faire un champ magnétique artificiellement à la commande en quelque sorte, en pressant sur un bouton ou en ne pressant pas. Et donc on peut mettre les personnes en condition, en les faisant, disons, en les mettant en contact, entre guillemets, en contact avec ce champ magnétique ou non. Et donc pour voir si le pendule se met à tourner. Ça c'est ce qui s'appelle l'expérience de la semelle magnétique. Donc c'est deux petits bouts de bois qui représentent des semelles. Une semelle c'est juste un bout de bois. Et le deuxième, eh bien, il y a tout simplement le petit solénoïde pour faire le champ magnétique, pour voir si les personnes sont effectivement sensibles à cette variation, à ce gradient de champ magnétique. Et le résultat? Résultat, ben, quand on fait les résultats en les menant sérieusement, c'est-à-dire pas de la manière qui avait malheureusement été fait par le professeur Rocard, c'est-à-dire en le faisant à double aveugle, à savoir que la personne qui tient le pendule, donc que l'on est en train de tester, ne sait pas s'il y a le champ magnétique ou non, et que la personne qui enregistre le résultat, c'est-à-dire qui lance le pendule et qui vérifie si le pendule rentre en rotation ou non, elle ne doit pas savoir non plus si le courant est établi ou non, pour pas qu'il y ait de contact entre les deux. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les résultats donnent exactement comme le tirage au hasard, une chance sur deux, pile ou face. Si on met 100 fois le courant, 100 fois on ne le met pas, on fait l'expérience, grosso modo, on va avoir une centaine de résultats positifs. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est exactement ce que donne le hasard, à savoir qu'on lance un pendule, le pendule se met en rotation, mais il va le faire aussi bien quand on appuie, quand il y aura le champ magnétique, que quand on n'appuie pas. Donc c'est totalement indépendant du champ magnétique. C'est juste la personne qui, pensant qu'il y a un champ magnétique, avec des micro-mouvements, va mettre le pendule en rotation. Quand on le fait, Rocard disait que 80% de la population possède le réflexe sourcier. Donc c'est pour ça que c'est très facile à tester, parce qu'on n'a pas besoin de chercher un radiesthésiste très connu, mondialement célèbre, qui aurait des soi-disant pouvoirs. Non, on prend la population, on peut prendre tous les étudiants qui passent ou un truc comme ça. Comme Rocard disait, 80% de la population a le réflexe sourcier. Eh bien, on teste par exemple 50 personnes, et c'est vite vu, puisque sur ces 50 personnes, on a déjà en moyenne 40 qui ont donc le soi-disant don. Donc sur ces 40-là, on devrait observer un signal qui ne se fait que quand il y a le champ magnétique, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a rotation? Oui. Est-ce qu'il y a rotation uniquement quand il y a le champ magnétique? La réponse est non, et ça on l'a bien démontré. Voilà, il se trouve qu'avec cet objet qui s'appelle le pendule, ou avec d'autres objets comme les baguettes, il y a eu aussi des dérives en quelque sorte, hein, des à côté, à savoir que à partir de la détection, qui serait la détection d'eau, la détection de métal, etc., il y a des personnes qui ont dit, eh bien on va pouvoir détecter des personnes, on va pouvoir détecter une personne disparue, savoir où elle est, on va pouvoir détecter si une personne a une maladie, on va mettre sur la mer, on va savoir est-ce que la personne a eu une maladie dans le passé, est-ce qu'elle va avoir une grave maladie dans le futur, etc. Donc là, c'est un usage, disons, latéral en quelque sorte de la radiesthésie. Ça n'a plus rien à voir avec des soi-disant ondes de radiesthésie qui seraient émises par un corps, par exemple, caché sous terre. C'est, soi-disant, on pourrait interpréter le vécu d'une personne et le futur d'une personne. Bon, là, on est vraiment très très loin du physiquement mesurable et on entre dans le domaine de la psychologie. C'est ce que font les voyantes. Donc, au lieu d'utiliser un support comme le marc de café, parce que peut-être ça fait un peu désuet, ben ils vont utiliser peut-être un pendule, ça fait un petit peu plus moderne. Ils utilisent aussi des tables, des soi-disant tables qui permettent de se calibrer. Puis ils tiennent le pendule, ils vont poser la question, cette personne va-t-elle avoir dans un proche avenir une rencontre, je sais pas, amoureuse, et puis le pendule va répondre oui ou non. Cette personne va-t-elle connaître, je sais pas, des déceptions? Non, c'est bien, vous allez être en pleine forme. Donc parce qu'évidemment les voyants caressent toujours dans le sens du poil, hein. Donc à ce moment-là, c'est une utilisation, mais latérale. Donc ça n'a plus rien à voir avec une revendication physique qui est derrière. Donc là, ça peut s'expliquer. Les succès qu'ont ces personnes peuvent s'expliquer essentiellement par l'effet puits. Ça veut dire c'est ce qui est utilisé dans l'horoscope. Le principe, c'est un principe psychologique bien documenté. C'est de faire des phrases qui soient suffisamment creuses, qui ne veulent donc vraiment rien dire, mais sujet, verbe, complément en quelque sorte, mais qui vont pouvoir être interprétées par la personne qui l'entend. Donc c'est des phrases qui n'ont pas un sens pour la personne, mais qui ont un sens par la personne. C'est la personne elle-même qui va donner un sens à la phrase qu'elle est en train d'entendre. Et donc sur des petites expériences qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'effectivement les personnes interprètent très facilement ce que le voyant ou la voyante va dire. Et la personne va même parler avec le voyant ou la voyante, et quand on l'interroge après,
Elle dira non, non, j'ai pas dit un mot, il a parlé tout seul ou elle a parlé toute seule et tout, c'est tout lui ou tout elle qui a dit, moi je n'ai rien dit. Or, l'enregistrement magnétophone montre que la personne discutait librement avec le voyant et que c'est comme ça qu'on lui a tiré les verres du nez, quoi. Alors en fait, c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale, enfin c'est une fourchette normale au point de vue forme, c'est-à-dire qu'on peut manger avec, hein, on peut vraiment s'en servir. Mais par contre, le métal avec lequel elle est faite, c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol, ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Alors comment ça s'explique, disons, au point de vue structure atomique en quelque sorte? Eh bien, c'est quand on prend certains alliages, en particulier nickel-titane, on peut le faire également avec des alliages où il y a du fer, il y a du cuivre, de l'aluminium, mais ceux où ça marche mieux, c'est vraiment le nitinol, nickel plus titane. On prend l'objet, on lui donne une forme, donc par exemple ici, cette forme-là, la forme qu'on veut mettre en mémoire, on porte l'objet à haute température, en tenant la forme, et puis on fait une trempe, un refroidissement instantané, on plonge dans l'eau. En fait, quand on porte l'objet à haute température, ça veut dire que tous les atomes à l'intérieur de ce métal vont se mettre exactement dans la même, ce qu'on pourrait appeler configuration, c'est en mode cristallin, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle l'austénite, c'est la phase mère. Donc tous les atomes vont se grouper entre eux d'une certaine manière, avec une maille cristalline spécifique. Et quand on refroidit, qu'on fait une trempe, on va changer la forme de ces cristaux, de ces polycristaux. On va obtenir ce qui s'appelle la phase martensitique. Et là, il y a plusieurs phases. Les nitinols, par exemple, ils ont plus de 20 variantes quand on refroidit comme ça. Donc après, quand l'objet est froid, on peut le prendre, le tordre. Là, il faut laisser l'objet un petit peu refroidir. On prend l'objet, on peut le tordre, lui mettre la forme qu'on veut. Et quand on augmentera sa température, par exemple tout simplement en le tenant dans la mer, avec la chaleur de la mer, ou la chaleur, je sais pas, sèche-cheveux, ce qu'on veut, hein, on le chauffer, ou de l'eau chaude, eh bien l'objet retrouvera la forme de la phase mère, qui elle est unique, et retrouvera tout le temps sa forme. Et le phénomène n'a quasiment pas d'usure. On peut le faire des millions de fois. On plonge l'objet donc dans de l'eau, on le refroidit instantanément, et donc à ce moment-là, on va obtenir une phase cristalline différente qui s'appellera la martensite donc. Et donc on pourra ensuite, une fois donc l'objet comme ça refroidi, le déformer absolument comme on veut. Et dès qu'on le réchauffera, ne serait-ce que par la chaleur dégagée par la mer ou en le plongeant dans de l'eau chaude, etc., il retrouvera la forme de la phase mère, la forme qui a été mise en mémoire. Et ça marchera, on peut le faire des millions de fois, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'hystérésis. Le phénomène peut être recommencé quasiment ad vitam aeternam. Donc ici, c'est du nitinol, nickel plus titane. Il y a également d'autres alliages qui ont cet effet-là, ce qu'on appelle les alliages à mémoire de forme. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là, c'est une application, disons, de la physique. Ça date pas de maintenant, hein. C'est au début des années 1930 qu'au MIT, ils ont découvert donc l'effet à mémoire de forme. Et il y a les premiers brevets de moteurs basés sur des métaux à mémoire de forme qui ont été déposés dans les années 1960. Donc on voit que c'est connu depuis quand même pas mal de temps maintenant. Donc voilà, c'est des métaux qui peuvent être utilisés pour faire croire à tous les dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de déplacer des objets, de déformer des objets, d'influer sur les objets à distance, soi-disant que par le pouvoir de son esprit. Là, on peut penser donc que c'est de la psychokinèse, qu'il ne peut pas y avoir des mains, etc., puisque c'est un objet en bois, tout ça. Il se trouve que cet objet en bois, il est un petit peu particulier. C'est un objet ici qui a été fait par des étudiants de zététique. C'est un bois, une bûche qui a été non pas sciée, mais éclatée en deux. À l'intérieur de la bûche, il y a un sillon qui a été creusé donc en biais. Et dans le sillon, on place tout simplement un tube avec un liquide suffisamment visqueux, un peu comme on dirait du miel. On met un bouchon, on ferme bien, on remet le bois dessus avec de la colle à bois, on laisse sécher et on usine ensuite. On usine 24 heures ou 48 heures après, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout les coupes, on ne voit pas du tout que l'objet a été découpé.
Mais par contre, on a à l'intérieur donc du miel qui peut se déplacer. Si on le met comme ceci, le miel il va descendre, descendre et ça, il va remplir, disons, on met à peu près le tiers du tube à l'intérieur en quantité. Donc ensuite on prend l'objet. Une fois qu'on le laisse dans une position donnée, ben, je vais le mettre par exemple comme ceci, voilà. Donc imaginez, on a le tube qui est de biais comme ceci. On laisse un petit moment pour que le miel vienne au fond du tube. Ensuite on prend, on le pose en équilibre, juste au bord. Et le miel qui est ici, il va descendre lentement par gravité, puisque le tube est mis de manière oblique. Il descend très lentement, et il va donc déplacer le centre de gravité du bois. À ce moment-là, le centre de gravité sera plus loin que le petit gobelet qui est ici, et donc à ce moment-là, il fera basculer l'objet. Ben, la raison, c'est une activité donc, du cerveau humain, et la raison avec un grand R, c'est la méthode que l'on va appliquer pour essayer de comprendre un petit peu la nature qui nous environne. Donc la raison ou esprit critique, finalement, grosso modo, c'est le même terme. Hein. Esprit critique, c'est un terme peut-être un peu plus moderne, un peu plus usité, quoi. Mais ça revient à la même chose. C'est quelle est l'approche qu'il faut que l'on ait vis-à-vis de notre environnement pour essayer de tirer le maximum d'informations et d'essayer de tirer des informations, bien sûr, qui sont justes, quoi. Alors la raison, quand on essaie d'aborder un problème quel qu'il soit, ben, il faut suivre certaines règles qu'on appelle un peu les règles d'or, hein, les règles d'or de l'esprit critique, de la raison, de la zététique, on les appelle un peu comme on veut. Et il y en a plusieurs. Une des règles, par exemple, importante, c'est la parcimonie de règles. Ça veut dire il ne faut pas chercher à multiplier au-delà de ce qui est suffisant les hypothèses pour expliquer quelque chose. Donc il faut prendre les hypothèses les plus simples pour essayer d'expliquer ce qui nous entoure. Face à plusieurs phénomènes, si on a une hypothèse qui va expliquer 3 phénomènes, c'est cette hypothèse-là qui doit être préférée. Ça ne veut pas dire forcément que c'est celle-là qui est juste, mais en tout cas c'est nécessairement celle-là qu'il faut préférer, parce qu'elle explique plus de phénomènes. Ou alors elle explique un phénomène, mais plus en détail et mieux, plus en profondeur. Donc on doit nécessairement, jusqu'à plus ample informé, préférer cette hypothèse-là. Donc ça c'est une des règles, donc la parcimonie de règles. On a par exemple l'origine de l'information. L'origine de l'information est fondamentale. Ça veut dire qu'il faut, chaque fois qu'on a une information, c'est essayer de remonter à la source réellement pour essayer de vérifier l'information. On va nous parler, j'en sais rien, de l'état du ciel. Ben, plutôt que de regarder l'horoscope du coin, on va demander aux astronomes, on va regarder des cartes du ciel, ou soi-même, on va prendre une lunette ou un télescope, on va regarder un petit peu. Alors la différence entre une pensée scientifique et une pensée pseudo-scientifique, tout d'abord c'est sur le terme pseudo-scientifique. Hein. Il y a beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'hypothèses ou quoi qui sont ascientifiques, hors du domaine scientifique. Donc là ça ne pose pas de problème en fait aux scientifiques. Ce qui pose problème c'est les pseudo-sciences. Du style quand on va parler d'homéopathie qui est une pseudo-médecine, etc. Il y a des champs scientifiques et des champs pseudo-scientifiques. Le pseudo-scientifique, ce qu'il y a, c'est qu'il se présente comme scientifique. C'est cette revendication. Et c'est pour ça que ça devient finalement un petit peu comme une confrontation par rapport au champ scientifique. Le champ scientifique, il se définit, c'est un champ cognitif comme un autre, hein, mais il se définit par induction, déduction, rétroaction. Induction, c'est-à-dire on va essayer à partir de phénomènes qu'on va observer dans la nature, on voit, je sais pas, une étoile qui explose, etc. On va essayer d'en tirer une information. On va essayer d'en induire quelque chose. À partir de là, on formule une hypothèse. Je sais pas, sur la naissance, la vie, la mort des étoiles, ou sur les êtres vivants sur Terre, etc. Et là, on va essayer de regarder, de faire une hypothèse, à condition que cette hypothèse, elle ne soit pas, premièrement, autocontradictoire, c'est-à-dire il faut qu'elle soit logique en elle-même, mais aussi il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui existe à l'extérieur. Donc là, on a un deuxième principe. Le premier, c'était l'évidence des faits, il faut vérifier que ça existe, donc c'est un critère expérimentaliste, disons. Et le deuxième, c'est un critère de cohérence, à savoir, l'hypothèse que je formule, il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui est déjà dans le corpus connu. Et puis à partir de là, on va faire des expériences. Sans expérience, alors quand je dis expérience, c'est soit une expérience vraiment bidouillée, soit par la pensée. Il suffit qu'on puisse concevoir l'expérience. On fait ce qui s'appelle donc une rétroaction. On va dire, ben voilà, si je fais l'expérience, voilà ce qui doit se passer. Si on ne peut pas mettre l'hypothèse sous la forme si, alors, si ceci est vérifié, alors j'en déduis que, alors l'hypothèse, elle n'est pas scientifique. Elle est peut-être amusante, elle est peut-être intéressante, on pourra discuter dans un salon, mais on est hors du champ scientifique. Dans le champ scientifique, il faut que ce soit fructifère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse poser une hypothèse et qu'on puisse en tirer des conséquences. Donc on dit, si ceci est vrai, alors j'en déduis que. Et on fait une expérience. Et puis on regarde, si c'est vrai, alors on fignole un petit peu. On essaie de descendre d'une décimale, de regarder un peu mieux. Et chaque fois qu'on fait cette boucle, eh bien on améliore.
Et c'est ça l'intérêt justement qui caractérise le processus scientifique, c'est qu'il est autocorrectif. Avec cette boucle, c'est un processus de découverte, mais autocorrectif. C'est le seul domaine où il y a un processus autocorrectif de découverte, pour faire la différence avec ce qu'on appelle les champs de croyance. Donc il y a les champs de recherche, la science, et puis les champs de croyance. Dans la croyance, la plupart du temps, ce qu'on appelle les champs cognitifs donc de croyance, eux, on s'aperçoit qu'ils évoluent essentiellement sous la contrainte, ou sous le fait qu'on va trouver que les données n'étaient pas correctes. Donc la remise en cause ne se fait que, non pas par un processus d'augmentation des données disponibles et des connaissances disponibles, mais par le fait qu'on remet en cause. Du style, il y a une vérité révélée, et puis quelqu'un qui va dire « Ah ben non, c'est pas vraiment ça ». Donc à ce moment-là, il y a un schisme, et on passe à côté, c'est une hérésie ou non, mais bon, il y a quelque chose qui se fait à côté. C'est toujours en confrontation de, c'est pas en amélioration de. Donc c'est la grosse différence entre champ de recherche et champ de croyance. Les pseudosciences, c'est celles qui revendiquent un attrait, par exemple l'astrologie qui va se revendiquer comme une pseudoscience, elle va dire, ben voilà, nous on fait des calculs, on fait un horoscope, on fait des calculs précis, rigoureux, donc on est une science. Alors là, il faut regarder, est-ce que ce domaine, ce champ cognitif qui revendique le statut de science, est-ce qu'il obéit justement aux règles de la science? Et quand on prend par exemple l'astrologie, parce que j'ai pris cet exemple, ben on s'aperçoit que ça ne suit pas du tout les règles scientifiques. Donc ça veut dire que c'est un champ qui se présente comme scientifique, mais qui ne l'est pas. Souvent, les scientifiques désenchantent le monde, enfin on entend ça, on brise le rêve, la poésie, alors qu'il suffit de discuter avec n'importe quel collègue scientifique et on s'aperçoit qu'au contraire, le scientifique, par définition, il est curieux, il est ouvert sur la nature, sur l'environnement et tout, et son principe, c'est d'essayer de regarder tout ce qui est justement un peu hors norme, parce que c'est ça qui va amener de l'information, c'est ça qui va amener de la découverte. Et pour avoir ça, ben, il faut avoir de l'imagination. Donc l'imagination débridée complètement, c'est sûr, ça va pas très très bien fonctionner en science, mais l'imagination, elle est fondamentale. Le rêve, la poésie, l'imagination, c'est fondamental, c'est ça qui va permettre de bâtir de nouvelles hypothèses. Mais après, on dit rêve, mais sans laisser le rêve être ton maître. Hein. C'est Rudyard Kipling qui disait ça, et le scientifique, c'est exactement ce qu'il applique. Il laisse son imagination déborder, et puis ensuite il dit ben, je vais faire une expérience, une manip, pour essayer de contrôler si oui ou non, dans tel et tel cas, il y a ça qui se produit. Donc c'est... moi je dis toujours, c'est le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc il faut effectivement se lancer, plonger dans tout ce qui est extraordinaire, faire travailler son imagination, mais après il faut savoir faire des expériences qui soient rigoureuses, scientifiquement bien construites. Ben, ça procure d'abord une aisance financière, si c'est des bons charlatans. Et puis après, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? Ben, il se trouve que ça leur amène aussi d'autres bénéfices, essentiellement des bénéfices psychologiques, quoi. Puisque le gars, il va avoir un ascendant sur son entourage, un ascendant sur le public qui le regarde, donc ça lui fait un changement en quelque sorte de statut social, quoi. C'est quelqu'un qui va avoir de la reconnaissance des individus, les individus viennent le voir et puis il soigne ou il prédit, etc. Donc ça va le conforter encore dans sa croyance, si tant est qu'il avait. Mais si on suppose que c'est un charlatan conscient, quoi, dans ce sens-là, ben, c'est sûr que ça lui amène également une reconnaissance vis-à-vis des autres individus. Donc il a un changement de statut, il a le prestige et tout. Statut et prestige. L'effet Pangloss, donc du précepteur de Candide, ou l'effet bipède, hein, on verra pourquoi. L'effet bipède, ça correspond finalement à confondre l'effet et la cause. C'est-à-dire on inverse un petit peu le sens de la causalité, s'il y a causalité, hein, le sens finalement de la flèche du temps. Donc ça veut dire on revient à inverser quel événement précède l'autre. Donc pourquoi moi j'appelle ça l'effet bipède? C'est parce qu'il y avait une BD que j'aimais bien. Il y avait un petit dessin, et la légende du dessin, c'était l'existence des pantalons prouve que Dieu a voulu que nous soyons des bipèdes. Et ça c'est vraiment un effet bipède, un effet Pangloss par excellence, quoi. On voit les pantalons, on constate les deux jambes, on constate les deux pantalons, donc on en déduit que... Donc l'effet Pangloss, c'est finalement un petit peu ce qu'on va voir intervenir dans le créationnisme. Ça intervient souvent. Donc le créationnisme, c'est l'étincelle, enfin divine, qui aurait fait l'univers. Et puis on va mettre ça en opposition, enfin en tout cas aux États-Unis ça se fait, chez nous un peu moins avec l'intelligent design, mais donc avec l'évolution. Et la différence entre les deux, ben, finalement, c'est un effet Pangloss. Parce que quand on va prendre l'évolution, la théorie de l'évolution, donc le domaine scientifique, eh bien, qu'est-ce que c'est? On part des faits, et puis on va essayer d'en tirer des conclusions.
Donc le scientifique, il va dire, voici les faits, essayons de collecter tous les faits, voici les faits, quelles conclusions peut-on en tirer? Alors que les créationnistes, ils vont prendre la Bible sous le bras, la Genèse en particulier, et puis ils vont dire, voici la conclusion, quels sont les faits qu'on peut trouver pour accréditer cette conclusion. Donc on voit bien que dans un cas, dans le cas du domaine scientifique, on part des faits et on va vers les conclusions, on essaie d'en tirer des conclusions, alors que dans l'autre cas, on part de présupposés et on cherche en sens inverse, donc on inverse la flèche du temps en quelque sorte, on cherche les faits qui peuvent corroborer. Mais évidemment, quand on cherche les faits, on ne va pas chercher tous les faits. Donc en plus, derrière, il y a un tri des données. Ça veut dire que dans l'effet Pangloss, de manière indirecte, il y a la plupart du temps un tri des données. Quand on revient en sens inverse, ben évidemment, on prend que les flèches qui partent de cet endroit-là. On ne prend pas toutes les flèches qui sont passées ailleurs, donc on fait un tri radical des données. Et évidemment, on va trouver des faits qui confortent la théorie, parce qu'on ne cherche que les faits qui confortent la théorie. Donc ça, c'est l'effet Pangloss. Confusion entre le sens de la flèche du temps, finalement, confondre les faits et la cause. Ce qui se fait le plus fréquemment dans la vie quotidienne, c'est plutôt la confusion, disons, c'est ce que j'appelle un effet cigogne, c'est la confusion d'une corrélation et une causalité. C'est-à-dire où on est dans le bon sens de la flèche du temps. Parce qu'inverser la flèche du temps, les gens en principe, quand on dit voici la solution, et puis ils tiennent la genèse de la mer, chercher les faits qui correspondent, les gens se rendent bien compte que là, quand même, il y a un problème. Par contre, là où ça passe beaucoup plus facilement, c'est quand on est dans le bon sens de la flèche du temps, mais on va chercher un paramètre, par exemple, on va regarder, je sais pas, augmentation du nombre de cancers dans la population de la ville, et puis l'autre paramètre qu'on va regarder, c'est augmentation de la consommation de lait. Et puis on trace et on s'aperçoit qu'effectivement, ben, l'un est proportionnel à l'autre. Au plus la consommation de lait augmente, au plus le nombre de cancers augmente. Et donc la confusion, l'effet cigogne, va être de dire ben, le lait provoque le cancer. Alors qu'il y a une troisième variable qui est, on regarde, et on s'aperçoit que c'est la population de la ville qui a augmenté. Donc évidemment, s'il y a plus de gens, il y a plus de consommation de lait, mais malheureusement, il y a plus de cancers. Mais on aurait pu couper les cancers, l'augmentation de la consommation de chewing-gum, au fait d'aller au ciné, au fait de regarder les cheminées qui fument, etc. Quoi. Le véritable paramètre derrière, c'est l'augmentation de la population. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Donc à mon avis, l'effet cigogne est beaucoup plus dangereux, si on peut dire, dans la vie de tous les jours, que l'effet Pangloss, parce qu'il est beaucoup plus fréquent. Et puis comme il conserve la flèche du temps, il conserve les paramètres correctement, on peut réfléchir correctement sur les paramètres, mais en tirer une mauvaise conclusion, quoi. On rejoint un petit peu l'effet placebo. On avale quelque chose, on observe qu'il y a une guérison. Absorption, guérison, oui c'est vrai. On le fait sur plusieurs personnes, oui c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'absorption, que c'est le médicament ou le pseudo-médicament qu'on a absorbé qui est la cause réelle du rétablissement de la personne. Donc très très souvent, ce sont des effets cigognes. Alors la question c'est, quand il arrive des coïncidences fabuleuses, justement, on dit oh là là c'est extraordinaire, regarde c'est pas possible, ça a pu se produire par hasard. Et il se trouve qu'on a des effets assez surprenants. Hein. Quelqu'un, à 6 h du matin, il se réveille comme ça, et puis il a pensé à son oncle du Guatemala. C'est 6 h du matin, à 6h04, 6h05, dring, il y a le téléphone qui sonne, il décroche, et il apprend le décès de son oncle du Guatemala. Bon, je suis sûr que s'il arrive ça à quelqu'un d'entre nous, automatiquement, on va penser parapsychologie, prémonition, un message télépathique entre le mourant et le vivant, etc. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ramène ça à soi-même, à l'individu. Ça nous est arrivé, c'est surprenant, c'est l'expérience personnelle. Et c'est sûr, on ne pourra pas nous faire accepter que c'est le hasard. Exactement comme le gars qui a gagné le loto, il va dire c'est mon jour de chance, c'est normal, etc. Et en fait, la confusion, elle est qu'on oublie de regarder le nombre de personnes sur lesquels ça peut se produire. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui dorment, le nombre de personnes qui rêvent, le nombre de personnes qui se réveillent, le nombre de coups de fil qui sont donnés, puis malheureusement le nombre de personnes qui décèdent, etc. Et puis les relations entre les personnes. Donc les coïncidences dites extraordinaires, elles se produisent en fait parce qu'on fait intuitivement un tri de l'échantillon. On garde un petit effectif. On pense que les événements ne nous concernent que nous, alors que déjà il faut ramener à la population, puis à la population de la planète. Et là on s'aperçoit que des événements dits extraordinaires sont en fait tout à fait banals, tranquilles, il n'y a aucun problème, ça se produit vraiment souvent. Et les statistiques, il faut les faire là-dessus. Donc on oublie 3 paramètres essentiels, c'est le nombre de cas qui se produisent. Donc dans le cas des prémonitions, c'est le nombre de personnes qui vont faire des rêves, etc. On oublie un deuxième paramètre qui est le laps de temps.
C'est-à-dire que bon, ça s'est produit maintenant, d'accord, mais ça aurait pu se produire la veille, ça aurait pu se produire il y a un an, ça aurait pu se produire dans 10 ans, etc. Donc il faut prendre en compte quasiment toute la vie de l'individu pendant laquelle ça peut se produire. Donc on le calcule pour une journée, mais il faut multiplier après par le nombre de jours que la personne va vivre. Et puis il y a un troisième paramètre également, qui est, donc là j'ai dit, il y a le nombre de cas, il y a le nombre comment on pourrait dire, le laps de temps important, puis il y a le nombre de types de phénomènes. Ça on l'oublie. C'est-à-dire que je me réveille, il est 6 heures du matin, je pense à mon oncle du Guatemala, 6h05, j'apprends son décès, ok. Et on va faire le calcul que pour les personnes qui ont pensé à des décès. Mais imaginons que, j'en sais rien, je me réveille à 6 heures du matin, je regarde par la fenêtre, à ce moment-là, je vois 10 lézards alignés à la queue leu. Je dis, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est un événement extraordinaire aussi. Ça, c'est un autre type d'événement, où je sors dans le jardin, puis boum, il y a un météore qui vient de tomber juste à mes pieds. Et c'est des événements qu'on n'a pas pensé à prendre en compte. En fait, on n'a pas décidé avant que je devais avoir une prémonition, penser à l'oncle du Guatemala, et puis que cet oncle décède, et que j'apprenne le décès en moins de 5 minutes. C'est qu'il aurait pu arriver n'importe quel autre phénomène extraordinaire. Donc ce qu'on oublie, c'est le nombre de types de phénomènes qui peuvent se produire. Donc avec ces trois variables, nombre de cas pour un phénomène donné, un nombre de cas énorme, pour un phénomène donné ou tous les types de phénomènes, le temps immense qu'on a à notre disposition, et ensuite le nombre quasi infini de phénomènes qui peuvent se produire, quoi. Parce qu'au lieu que j'apprenne le décès de l'oncle, j'aurais pu gagner au loto, j'aurais pu rencontrer ma dulcinée, etc., quoi. Donc il y a un nombre faramineux de phénomènes possibles qui ont tous une probabilité très 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 petite de se produire. Mais comme il y a un très grand nombre de chacun de ces trois paramètres, bien nécessairement on arrive à une quasi-certitude. C'est sûr, quelque chose d'extraordinaire va vous arriver.